Et merci, messieurs, d'avoir accepté de venir présenter cet après-midi cette double conférence. Alors, je vous rappelle que cet après-midi, donc, ces conférences ont lieu dans le cadre des commémorations célébrant le centenaire du décès du prince Albert Ier. La médiathèque, tous les trimestres, s'est engagée jusqu'en 2022 de proposer des conférences autour de ce thème du sport, sous le règne du prince Albert Ier. Thème très riche, vous allez pouvoir vous rendre compte avec la présentation de M. Potron que les techniques sont en pleine évolution. Et donc c'est un moment important dans l'histoire justement des techniques et du sport. Et puis comme on avait pu déjà le voir avec la présentation inaugurale d'Yvan Gastaut, eh bien Monaco brille à l'international grâce à tous ces événements qui ont lieu en principauté, parce que la presse internationale, bien évidemment, rend compte de tous ces événements. Donc, l'après-midi va se passer en deux temps. Monsieur Macario va nous présenter le célèbre Jean Bouin. Alors, Monsieur Macario, je vous rappelle, je dis pour ne pas faire de... Oubliez, donc, Monsieur Macario est président du conseil d'administration du CREPS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, membre du comité du Musée national du sport, qui est à Nice, et puis président du cercle Pierre de Coubertin, donc, qui est un cercle qui est assez récent, je crois. Qui est en pleine création. Voilà. Et puis vous avez écrit cet ouvrage donc, que j'ai en main. Si quelqu'un souhaite l'emprunter après, c'est avec plaisir. Et Monsieur Potron, donc on prendra un petit temps d'échange et de questions, et Monsieur Potron enchaînera bien sûr en nous parlant de Mercedes et en nous faisant revivre cette époque. Et M. Potron, donc, qui est conservateur de la bibliothèque Cessol à Nice. Juste, bien évidemment, pensez à garder vos masques. Et puis, c'est la deuxième fois que nous filmons en direct, et donc ce sera sur les réseaux sociaux de cette double conférence. Merci d'avoir accepté donc d'être filmé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à cette heure-ci et qui sont ravis de pouvoir regarder cette conférence un peu plus tard. Merci et à tout à l'heure. Bien, écoutez, merci à vous, merci de votre accueil, et merci aussi de cette initiative, de ce cycle de conférences tel que vous l'avez présenté et qui a été inauguré par Yvan Gastaut. D'ailleurs, il se trouve que j'étais présent, ne serait-ce que parce qu'Yvan est un ami, mais aussi je sais que c'est un projet à long terme et auquel moi je suis très, très heureux, très fier de m'adresser. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs, d'avoir pris de votre temps pour passer un moment, passer cet après-midi ensemble. Et comme vient de le dire madame Novaretti, bien sûr, cette intervention, ce propos sur Jean Bouin, s'inscrit bien dans la période qui nous concerne, en l'honneur du prince Albert Ier. Et je crois que c'est une illustration de ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire que Monaco, pendant cette période-là en particulier, eh bien, organise un certain nombre d'événements sportifs, on pourrait même dire actuellement de grands événements sportifs, et fait en sorte que les meilleurs sportifs de ces disciplines viennent y participer. Donc je vous propose de voir ensemble ce qu'a été les différents succès de Jean Bouin à Monaco. Donc peut-être aussi pourquoi Jean Bouin, d'une certaine façon. Quand j'ai écrit cet ouvrage, je me dis mais pourquoi Jean Bouin? Et je me suis rendu compte que peu de monde connaissait Jean Bouin, mis à part évidemment les amateurs, les historiens du sport, et pourtant, j'y reviendrai à la fin, mais c'est sans doute l'un des 2 ou 3 sportifs français qui a été le plus patrimonialisé, si vous permettez ce terme, c'est-à-dire un certain nombre, plus d'une centaine, même plus de 200, pas seulement des rues, des avenues, mais aussi des stades, des enseignes sportives portent ce nom.
Et il se trouve qu'il y en a une qui existe à Nice. Alors, c'est actuellement le Palais des Sports avec la piscine, la patinoire, etc. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi un stade en plein air. Et les Niçois ont pris l'habitude de dire « je vais à Jeanbouin ». On se retrouve à Jeanbouin, sans forcément avoir la curiosité de savoir finalement qui était ce fameux Jeanbouin. Donc c'est aussi à la fois rendre, quand on fait de l'histoire, c'est bien sûr retracer une biographie, mais c'est aussi faire œuvre de mémoire. D'autant que la vie de Jeanbouin est même très courte, elle est assez intéressante, et pas seulement sur les aspects sportifs. Et puis, et je parle là, je sais devant des spécialistes, je crois que Jeanbouin, donc en gros, né en 1888, mort en 1914, donc première partie du XXe siècle, le moment où le sport se met en place un peu partout. Et je crois qu'on peut considérer que Jeanbouin est un des grands précurseurs de ce que seront les évolutions futures du sport. Voilà, donc à tous ces titres, je me suis intéressé à Jeanbouin. En plus, ça aussi on le reverra, mais il n'est pas né à Nice, mais il est mort sous les couleurs niçoises. Donc ça le rapproche. Et puis, pour revenir à aujourd'hui, il a été très présent à Monaco. À partir du moment où sa carrière commence, il est présent à Monaco pratiquement chaque année jusqu'en 1913. Et puis malheureusement, il ne reviendra pas après la guerre de 14. Voilà, donc je me suis appuyé aussi, et il est présent dans la salle, donc je voudrais souligner l'ouvrage de M. Quintusseau, L'athlétisme à Monaco, qui est une histoire de l'athlétisme à Monaco. Et évidemment, il sera question de Jeanbouin, donc une toute petite partie de cette histoire, mais qui est présente dans cet ouvrage. Alors, pour débuter, quelques points de repère. Donc, vous voyez Jeanbouin, né en 1888, et c'est quelques années après que véritablement on a les premiers signes d'implantation de ce que l'on appelle le sport véritablement à ce moment-là, les premiers signes d'implantation du sport en France, et notamment par la course à pied. 1882, création donc du premier club au sens moderne du terme, le Racing Club. Il ne s'appelle pas encore Racing Club de France comme maintenant. Il le deviendra très vite après que d'autres Racing Clubs se créent, notamment en Belgique. Donc 1882, on commence à s'organiser, presque timidement, et de sport véritablement, il n'y a que la course à pied. 1883, un autre club, toujours présent aussi aujourd'hui, le Stade Français, se crée également. Et donc, dès lors que des clubs sont créés, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut s'organiser pour qu'on puisse se rencontrer. Le Racing, comme le Stade, dans les premières années où ils sont créés, organisent tous les dimanches matin des réunions, ils font des courses entre eux, et puis à un moment donné, on dit, mais il faut quand même qu'on sache qui, des racingmen ou des stadistes, sont les meilleurs. Donc, et pour organiser des courses, il faut se mettre d'accord sur un règlement, sur un calendrier, et très vite vient l'idée de ce qu'on appellerait aujourd'hui une fédération, c'est-à-dire un regroupement de ces clubs. Et vous voyez, 1887, eh bien, on a cette création de l'Union des sociétés françaises de course à pied, qui, 2 ans plus tard, devient l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, va être la fédération omnisport, mais qui organise la presque totalité des sports en France, mis à part la boxe, mis à part le cyclisme. Mais vous voyez, l'athlétisme, la natation, tout ça, c'est organisé par l'USFSA. Donc vous voyez, quand Jeanbouin, la naissance de Jeanbouin, elle est quasiment contemporaine des premiers signes
c'est presque des balbutiements. Vous voyez, 1888, premier championnat de France d'athlétisme, il y a seulement 4 épreuves, 4 courses. Le sprint, un 1500 mètres, un 110 mètres haies, et pendant assez longtemps, on va donc avoir comme épreuve d'athlétisme uniquement des courses. Donc, très vite, ce mouvement sportif se diffuse un peu partout en France notamment grâce donc à cette fameuse USFSA qui suscite la création de clubs, la création de comités. Il y a un comité Côte d'Azur, et la Principauté de Monaco, vous voyez, 1890, 1903, les 2 clubs que vous connaissez qui s'implantent, qui sont eux aussi des clubs omnisports. La gymnastique est très présente, mais on fait également de l'athlétisme, de la natation. Voilà le décor, si vous voulez, et arrive après la création de ces clubs, ou parallèlement à la création de ces clubs, vous le savez, la rénovation des Jeux Olympiques. Rénovation des Jeux Olympiques obtenue par Pierre de Coubertin, 1894, et très vite, 1896, les premiers Jeux Olympiques. Et si j'en parle, c'est que, d'une certaine manière, la création de la course Nice-Monaco, dont il va être beaucoup de questions cet après-midi, eh bien, c'est un peu une héritière des Jeux Olympiques de 1896, parce que seule épreuve de ces Jeux Olympiques qui ne figurait pas dans les épreuves d'athlétisme des Jeux de l'Antiquité, le marathon. Le marathon est une création de 1896. Ça n'a pas surgi comme ça de la tête de Pierre de Coubertin. C'est un universitaire, un helléniste, qui lui a soufflé l'idée de restaurer, si je puis dire, le souvenir de la bataille de Marathon, et notamment le fait qu'un guerrier, alors je suis très prudent parce que est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est la réalité, mais le fameux Philippides qui aurait traversé le pays de Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs, et qui se serait effondré, mort, une fois que son message a été délivré. D'ailleurs, depuis, la course de marathon est associée la souffrance, voire même, dans l'imaginaire du marathon, c'est plutôt la souffrance que le plaisir qui a été longtemps transporté. Donc 1896, ce marathon, quand on lit la presse de l'époque, c'est sans doute l'épreuve qui est la plus commentée. Et il y a un journaliste parisien, Pierre Girard, Le Petit Journal, qui est un des grands quotidiens populaires de l'époque, qui a l'idée de créer aussi un marathon à Paris. Donc il y a un premier marathon en 1896, il y en aura un autre en 1898, et la presse aidant, on sait que la presse est sans doute le facteur qui a permis la plus grande diffusion du sport, notamment en Europe et en France. Donc la presse va s'emparer de cette course et elle va faire des petits. Les Jeux Olympiques de 1900, avec aussi un marathon, et puis dans les grandes villes de France, eh bien, il y a organisation de marathons. Marathon de Nice, marathon de Marseille en 1903. Autre course sur route, puisque on n'a pratiquement pas de stade, pas de piste, et donc la manière de courir, notamment de faire des courses de fond, eh bien, ce sont des courses type marathon, dans la plupart des cas d'ailleurs, d'une ville à l'autre. Donc, à côté des marathons, on a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour des courses de village à village, de ville à ville, etc. Et 1905, dans cette effervescence autour de la course à pied, on a la création de Nice-Monaco. Et avec un acteur extrêmement important, Yvan Gastaut l'a souligné, s'il y a autant d'événements sportifs
de haut niveau à Monaco, c'est aussi parce qu'il y a la présence d'un mécène qui va être constant pendant toute cette première partie du siècle, c'est la Société des Bains de Mer. Donc, dès la première édition de Nice-Monaco en 1905, cette course gagne tout de suite en prestige parce qu'elle voit la participation des coureurs du Racing Club de France. C'est-à-dire ceux qui dominent l'athlétisme, hein, ne serait-ce que parce qu'ils ont été les premiers. Mais Nice-Monaco, et ce sera invariable dans le calendrier, vient juste après les championnats de France de cross-country. Et les championnats de France de cross-country, ils sont dominés par les clubs parisiens, et notamment à cette époque, par le Racing. Donc, faire venir à Monaco pour cette course les coureurs du Racing, c'est presque un tour de force, hein, parce qu'il faut quand même traverser, et puis il demande à voyager en première classe. Donc la SBM est présente et permet cette première course de 1905. Oh, il y a 9 concurrents. Il y en a 4 du Racing. Vous voyez. Donc, et pour une première, c'est une réussite. 1906, il n'y aura pas de... Pour des raisons diverses, on ne va pas épiloguer, mais on va tout de suite venir à 1907. Et en parlant de 1907, c'est parce que c'est la première victoire de Jean Bouin à Nice-Monaco. Donc, bon, vous voyez, pour vous situer le personnage, hein, on aura l'occasion d'y revenir, mais quand j'évoquais au début de ce propos les meilleurs athlètes, les meilleurs sportifs de leur spécialité viennent participer à des compétitions sportives à Monaco, bien voilà quelqu'un dont un des athlètes français qui a le palmarès le plus fourni. Donc on aura l'occasion, pendant l'exposé, de revenir sur certaines de ces victoires. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on peut dire que on est dans la belle époque. Hein. Les années 1900, enfin, juste avant la guerre, on est dans la belle époque. Mais il y a 2 sportifs français, je parlais de la presse tout à l'heure, qui sont encensés par la presse. C'est Georges Carpentier, boxeur, qui sera champion du monde après la guerre, mais qui est plusieurs fois champion d'Europe dans différentes catégories d'ailleurs, les welter, les moyens, et même toutes catégories. Donc Georges Carpentier et Jean Bouin, ce sont les deux. Quand il y a des enquêtes, des concours sur qui est le plus célèbre, le plus populaire, ça alterne entre Jean Bouin et Georges Carpentier. Donc 1907, Jean Bouin, c'est sa première victoire. Vous avez la photo ici. Ça, c'est une erreur. Hein. C'est bien quand on voit les documents de l'époque, et je remercie Dominique Bon d'ailleurs qui m'a permis de consulter les journaux monégasques. C'est bien cette photo qui orne l'année 1907. Je vous fais remarquer déjà l'assistance. Ces courses sur route sont des événements très populaires. Ils sont partis de Nice, ils arrivent à Monaco, je pense que c'est à Sainte-Dévote, et tout au long du parcours, hein, puisque c'est la route du bord de mer, donc Nice, Villefranche, Beaulieu, Èze, il y a du monde. Il n'y a pas énormément d'occasions, de manifestations sportives ou culturelles. Et on se presse, vous voyez, on se presse autour des coureurs. Alors, je reviens quand même un mot sur 1907. Jean Bouin est tout jeune. Il a 19 ans. Il est surtout connu. Alors, là aussi, un petit détour. Je parlais des marathons tout à l'heure. C'est par le marathon que Jean Bouin arrive à la course à pied. Non pas, il ne sera jamais marathonien, mais c'est en voyant les coureurs du marathon de Marseille en 1903, Jean Bouin est marseillais, qu'il se met à courir et qu'il se rend compte qu'il est doué pour la course.
Et donc, 1903, 1904, 1905, donc très vite, il va enchaîner, obtenir un certain nombre de victoires sur le plan régional et commencer déjà en 1907 à être un coureur qui est coté au niveau national. En 1907, il a participé au championnat de France de cross-country quelques jours auparavant et il est dans les 5 premiers. Donc c'est déjà un athlète en devenir, mais qui est en train de confirmer ses promesses. Je passe sur 1908, qui est une année un peu noire pour Jean Bouin. C'est l'année qui est un peu à l'origine d'ailleurs de sa période niçoise. Ses biographes ont dit que la petite amie qu'il fréquentait, il s'était un peu trop rapproché de sa chambre et de son lit, ayant été surpris par les parents de la jeune fille. Donc, ils ont quitté Marseille, tous les deux, pour Nice. D'ailleurs, Jean Bouin fera son service militaire à Nice, ce qui explique ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il est mort sous les couleurs niçoises, puisque le moment de la mobilisation, il sera rappelé à partir, évidemment, du régiment où il avait fait son service militaire. Pas très loin d'ici, d'ailleurs, Fort de la Revers, qui est aussi un endroit qui est bien connu. Puis 1908, il a été sélectionné aux Jeux Olympiques, notamment dans le relais, une épreuve qui n'existe plus, le 4x1500. Il est marseillais, il est tout jeune, il a 20 ans, il est encore un peu trop bouillant peut-être. Il fête cette victoire dans le quartier de Sceaux. Il se fait surprendre par les policiers, il passe sa nuit au poste et la délégation française l'écarte de l'équipe qui va disputer la finale et qui aura une médaille de bronze. Donc Jean Bouin perd là une occasion d'une première médaille. Donc on va pas trop noircir les choses et on en vient tout de suite. 1909. Et première année, alors c'est sa deuxième victoire, mais c'est un Jean Bouin qui vient aussi d'entrer dans la grande histoire de l'athlétisme. Tout à l'heure, quand je parlais des Parisiens, je parlais du Racing, je parlais de leur domination sur le plan national, eh bien, un mois avant Nice-Monaco, Jean Bouin a remporté le championnat de France, ça s'appelle le national, le championnat de France de cross-country. Premier provincial, comme on disait à l'époque, qui bat les Parisiens chez eux, sur leur terrain. Et il y a un journal, le journal spécialisé dans le domaine des sports, qui s'appelle L'Auto, qui est le prédécesseur de l'équipe, dit « Mais il va falloir s'habituer. Il va falloir s'habituer à considérer les athlètes des régions comme ayant tout à fait leur place dans l'élite. Il n'y a pas que les Parisiens. » Donc, c'est un Jean Bouin qui porte déjà cette dimension, et bien sûr, il s'impose. Là encore, vous voyez sur la photo une assistance extrêmement nombreuse. Et la victoire de Jean Bouin, vous voyez, ça se passe pas tout à fait au sprint. Il arrive détaché. C'est un coureur très, très, très résistant et qui est capable justement de lâcher ses adversaires, notamment dans les montées, comme il y en a quelques-unes, entre le Montbourreau et puis le Saint-Laurent-d'Aise. Il a de quoi faire la différence à ce moment-là. Et ce qui m'a intéressé en préparant cette conférence, c'est que, vous le verrez au fur et à mesure des années que je vais égrener, les années où il est venu, pratiquement toutes les années, elles ont été la confirmation d'une étape supplémentaire qu'il avait franchie dans la hiérarchie athlétique française. 1910, donc vous avez encore, alors là, en 1910, Jean Bouin non seulement est encore champion de France de cross-country, mais en plus, ça commence à être un homme de record. Alors, il y a des records très importants à l'époque. Vous savez que l'athlétisme, c'est un sport où
où l'on mesure, où l'on chronomètre, et surtout, et c'est en ce sens que il figure parfaitement le sport moderne, parce que la notion de record, elle permet la comparaison non seulement immédiate dans la compétition, mais la comparaison dans l'espace, dès lors que les conditions sont standardisées. On sait que 30 minutes sur 10 000 mètres, dans un stade qui répond aux normes, eh bien, ça a autant de valeur que ça soit fait à Nice, Marseille, Londres, Helsinki ou Rome. Et puis, comparaison dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire que tel athlète à telle période est meilleur que les autres. Donc la notion de record, elle est vraiment intimement liée à celle de sport et à celle d'athlétisme en particulier. Et parmi tous ces records, il y en a un qui, à l'époque, est très important, c'est le record de l'heure. C'est-à-dire combien de kilomètres on est capable de faire en 1 heure. Et il y a chaque année, d'ailleurs, la presse joue un rôle, puisque le journal Lotto donne une prime aux coureurs qui vont battre le record, donc ce record de l'heure. Et vous voyez, quand Jean Bouin arrive en 1910, eh bien, il est titulaire du record de l'heure, du record de France de l'heure, et un peu plus de 18 km. Alors, deuxième grande étape, 1909, ça a été le premier Français, le premier provincial à battre les Parisiens sur leur terrain. 1911, c'est le premier Français qui bat les Anglais sur leur terrain. Et je peux vous dire que le cross-country, c'est une invention anglaise. Le sport moderne, on a parlé de 1882, le Racing, etc., mais ça s'est créé tout ça sous l'influence de l'Angleterre, et en particulier des public schools anglaises. Alors, ne nous trompons pas, ce ne sont pas des écoles publiques, c'est des écoles privées. Là où l'élite de la nation anglaise, puisqu'il faut former à ce moment-là des managers dignes de l'Empire britannique qui s'étend sur les 5 continents. Donc, une rénovation pédagogique a lieu première moitié du XIXe siècle. On inscrit dans l'emploi du temps des élèves les sports de plein air, des sports collectifs. Il faut endurcir, c'est la formation du caractère qui est importante. Et donc le cross-country, ça fait partie des situations où on mobilise toutes les ressources d'une personne, pas seulement les ressources physiques, mais aussi sa capacité à s'accrocher, sa capacité à surmonter parfois la douleur, la difficulté. Donc vraiment, les Anglais sont chez eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé le cross des nations. Et au départ, d'ailleurs, c'était uniquement entre les quatre nations britanniques. Et puis, il y a l'entente cordiale. Et donc, la France est admise à peu près en même temps que pour le rugby. C'est la même... Mais, vous voyez, l'entente cordiale, c'est 1907. Pendant toutes les années qui précèdent 1911, eh bien, ce sont les Anglais qui dominent. Et donc, 1911, Jean Bouin arrive et remporte Nice-Monaco 8 jours après. C'est quand même assez... Parce qu'à l'époque, les cross-country font 15 ou 16 km. Donc, vous voyez, Nice-Monaco, 18 km. C'est quand même quelqu'un qui enchaîne les deux épreuves dans ce laps de temps assez court. Donc, vous voyez, autre grand moment de la carrière de Jean Bouin, 1911, et où finalement Nice-Monaco est très proche de cet autre grand moment. J'aurais pu dire aussi, mais je suis obligé d'aller un petit peu vite, pardonnez-moi, mais que 1910, l'année précédente, Nice-Monaco a été pour Jean Bouin la revanche du cross des nations. En 1910, il sent qu'il est un des favoris du cross des nations. Malheureusement, ce cross a lieu à Belfast. Parcours très... Parce que là aussi, il y a des écoles différentes sur les parcours de cross-country. Pour certains,
ça se rapproche des hippodromes, donc sur un terrain qui n'est pas trop bosselé. Mais parfois, les parcours de cross sont beaucoup plus difficiles, avec des montées, des descentes, etc. Et donc Jean Bouin, dès le premier kilomètre en 1910, se fait une entorse et est obligé d'abandonner. Et le vainqueur de l'époque, qui s'appelle Wood, lui offre une revanche, la revanche à Nice-Monaco. Et quand on lit la presse, alors il y a certains journaux qui appellent, enfin quand je dis certains journaux, notamment les journaux niçois, il y en a un qui considère Nice-Monaco comme le championnat d'Europe de la course sur route, et d'autres disent c'est le championnat du monde de la course sur route. Vous voyez la manière dont on considère l'événement. Hein, donc vous voyez, 1910, 1911, et puis 1912, nouvelle victoire de Jean Bouin, année particulière, puisque année olympique. J'ai parlé de 1908, mauvais souvenir. 1912, il est au sommet de sa forme. On le considère à ce moment-là comme futur champion olympique. À un moment où le sport français, sur le plan international, les résultats ne sont pas très flamboyants. Donc quelqu'un comme Jean Bouin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et ce qui est terrible en 1912, c'est que Jean Bouin va perdre de quelques centimètres la finale du 5000 mètres des Jeux Olympiques. Il est face à un Finlandais, et d'ailleurs, ce Finlandais s'appelle Kolaimainen. Il inaugure ce que va être la domination des coureurs de fond finlandais, le plus célèbre étant Paavo Nurmi, dans les Olympiades suivantes. Mais ce qui est extraordinaire dans cette course, qui est restée une course d'anthologie, parce qu'au départ de la course, le record du monde, il est de 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes, 1 seconde, et à l'arrivée, les deux coureurs auront couru en 14 minutes 34, c'est-à-dire que sur une seule course, on a abaissé le record du monde de 30 secondes. Et alors la presse et même la littérature ont consacré quelques pages, je pense à Georges Rosé, qui est un journaliste, mais aussi un écrivain, qui a rendu compte de cet événement avec du lyrisme, parce que on a presque jusqu'au bout pensé que Jean Bouin allait l'emporter. Il a quasiment mené le train pendant toute la course et s'est fait remonter à la fin. Vous voyez, la ligne droite a été longue. Hein. Et d'ailleurs, lui-même, lorsqu'il parle de la course, dit « Mais j'ai eu tort, j'ai fait une erreur. J'étais meilleur que lui au sprint et j'aurais jamais dû mener la course. » Puisque vous savez, en course de fond, quand on prend la tête du peloton, on se fatigue plus que quand on est derrière, quand on suit le meneur, justement. Et sans doute péché d'orgueil, c'est-à-dire, comme dans beaucoup de ses courses, c'est lui qui emmenait, qui menait le train, etc. Voilà, donc, terrible désillusion. Et en 1913, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à M. Codasso, mais il n'y a bien que 5 victoires à Nice-Monaco. En 1913, il revient à Monaco, mais c'est pour un grand prix international qui se déroule sur le quai. D'ailleurs, vous avez là, sur le quai du port de Monaco. Et alors, j'aurais pu dire aussi qu'en 1910, il était venu pour un cross-country à Monaco, etc. Hein, mais donc, vous voyez, il était très attaché à la principauté. Là, il y a un grand prix international d'athlétisme. On est au mois de mai, fin mai, et Jean Bouin participe à une course où il est opposé au meilleur coureur italien. Bien sûr, il va gagner, mais si j'ai retenu cette course, c'est que l'année 1913, vous voyez, toutes les années où il est venu à Monaco, ça succédait, ça suivait une victoire importante, soit en 1913, il bat le record du monde de l'heure
non seulement, on va dire, le record de France, mais le record du monde. Et il est le premier homme à parcourir plus de 19 km dans une heure. Et il fait ça où? À Stockholm, là où en 1912, l'année précédente, il avait perdu la finale olympique du 5000 mètres. Alors, pas seulement par attachement pour la Suède, mais à l'époque, la piste de Stockholm est celle qui réunit les meilleures conditions, notamment pour un record. Donc, c'est un exploit extraordinaire qui est salué comme tel par la presse française, par l'opinion publique. Il est accueilli triomphalement quand il revient de Stockholm. Donc, malheureusement, l'histoire se terminera, je vous l'ai dit, en 1914. Mais avant de conclure, quelques mots sur ce que représentait Jean Bouin, et en particulier cette science du train dont je parlais, c'est-à-dire cette capacité à tenir la cadence, à tel point qu'on l'a surnommé l'homme chronomètre. Comme s'il avait intériorisé finalement le rythme de la course. Alors voilà, ce sont des citations que l'on trouve dans la presse, sur la manière dont on le décrit. Et lui-même, Jean Bouin, est quelqu'un, et c'est ça aussi, c'est en ce sens que je le considère comme un précurseur, c'est quelqu'un qui prend la plume, c'est quelqu'un qui théorise sa pratique. Et là, c'est la couverture d'un hebdomadaire de l'époque qui s'appelle La vie au grand air, et une série d'articles de Jean Bouin sur sa préparation, sur la manière d'aborder les courses. Il y a notamment un article sur la manière de courir les courses sur route, où il prend l'exemple de la course Nice-Monaco. Il a même écrit un ouvrage, comment on devient champion de course à pied. Donc ça, c'est un autre intérêt de la personne. Et puis, ce côté précurseur, je crois que ça annonce aussi les méthodes d'entraînement modernes. Vous savez, à l'époque, l'entraînement, il est plus qu'empirique. On considère presque qu'il faut faire à l'entraînement le même parcours que celui de la compétition. C'est un des premiers qui intègre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le fractionné, c'est-à-dire qui fractionne la distance de course, la distance de compétition, de manière à enchaîner, non pas forcément seulement des kilomètres, mais aussi justement cette fameuse cadence. C'est quelqu'un qui se prépare aussi avec des surpoids, avec une surcharge. Le jour où il enlève son maillot qui est lesté, il dit je vais me sentir plus léger. Donc je vais. Et puis surtout, c'est un coureur qui intègre l'hygiène de vie. Et on est en 1910-1913, la diététique, on ne la connaît pas trop. Les athlètes fument, ne font pas de régime particulier, et lui, qui est plutôt un bon vivant, s'applique, lorsqu'il est dans la préparation d'une compétition importante, s'applique à observer des règles de vie. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il expose dans ses textes. Et c'est en ça aussi qu'il est intéressant, au-delà du seul palmarès. Et puis, c'est la belle époque. Jean Bouin, qui était marseillais à ses débuts, devient parisien. D'ailleurs, il est licencié dans un club qui s'appelle Cercle Athlétique de la Société Générale, c'est-à-dire que c'est la banque qui l'emploie et qui, vous le comprenez bien, facilite aussi ses déplacements et ses conditions. Il est presque professionnel, c'est un gros mot à l'époque, donc on ne va pas l'employer, mais il a beaucoup de facilité pour remplir son projet sportif. Et cette photo est intéressante parce que, vous voyez, il est donc à gauche, et à droite, les mains dans les poches, c'est Georges Carpentier. Les deux étaient très proches, et celui du milieu, c'est François Faber, vainqueur du Tour de France cycliste.
Il se trouve qu'ils ont le même masseur, c'est ce masseur qui est assis qui est assis devant eux ici. Donc, vous voyez, c'est aussi un sportif qui, vu sa popularité, fait partie, on va dire, de la vie parisienne. On parle de Georges Carpentier, c'est l'époque de Maurice Chevalier, c'est l'époque de Mistinguett. Les sportifs sont aussi associés, d'une certaine manière, à cette vie culturelle. Voilà, et puis il faut malheureusement terminer sur cette vie très courte, puisque, vous voyez, donc 1888-1914, il est né en décembre 1888, donc vous voyez, il n'a pas tout à fait 26 ans. Lorsqu'il rejoint le front, alors là, on entre dans ce qui va être le mythe de Jean Bouin, parce qu'on va utiliser sa mort, et les versions historiques divergent. Il y a, au moment de la mobilisation générale, une forme d'injonction patriotique. C'est-à-dire que tous les grands sportifs, vous voyez, je parlais de la vie au grand air tout à l'heure, ça c'est le numéro 1 de l'année 1914 de la vie au grand air. Et dans cette rosace, on a fait figurer les sportifs qui ont été au premier plan pendant la guerre de 14, le vainqueur du Tour de France. Ça, c'est Roland Garros, qui est le premier ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'aviateurs, il y a des pilotes automobiles, on fera le lien avec les sports mécaniques qui vont être évoqués dans un instant. Donc on a, et puis vous voyez, comme les sports mécaniques sont, et notamment l'aviation, la figure, elle esquisse un looping, puisque le premier aviateur à avoir volé la tête en bas a en quelque sorte été la tête d'affiche. Eh bien, pratiquement la moitié de ces sportifs disparaissent en 1904, pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que tous les sportifs, quel que soit leur niveau, ont été mobilisés. Et quand je parlais d'injonction patriotique, Jean Bouin disait, mais on ne comprendrait pas que, avec les jambes que j'ai, et avec les succès que j'ai remportés, je ne sois pas, enfin, je sois parmi ceux qui abandonnent la patrie. Alors, l'a-t-il fait de sa propre initiative? S'est-il senti contraint précisément par cette pression? Toujours est-il qu'il a rejoint son régiment, donc le 163e régiment d'infanterie, qui est parti de Nice pour rejoindre, donc c'est l'époque de la bataille de la Marne, on est au tout début de la guerre de 14, et dans la Meuse, à Xivray exactement. Alors là encore, les avis divergent, mais il semblerait, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il ait été victime d'une erreur d'artillerie. Autrement dit, Jean Bouin a été utilisé pour faire la liaison entre les lignes. Comme il courait vite, pas trop cherché à comprendre, donc il allait porter les plis, revenait, etc. Et il semblerait que, encore une fois, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est l'artillerie française qui aurait mal jaugé la portée de ses canons, qui l'aurait fauché. Et quand je dis qu'il y a mythe, c'est-à-dire que quand on lit différentes contributions, eh bien, par exemple, vous avez des textes qui disent « Il est mort en pleine bravoure, en chargeant l'ennemi et en criant « Vive la France !» Et ce discours aussi, c'est diffusé. Et d'une certaine façon, Jean Bouin, quand je parlais de mythe, c'est-à-dire c'est non seulement le mythe sportif, mais aussi le héros qui a donné son sang, qui a versé son sang pour la patrie lors de la guerre. Donc, lorsque son corps a été rapatrié sur Marseille, des obsèques en grande pompe, très, très émouvantes d'ailleurs. Et puis, comme je le disais au début,
présent au fronton d'un grand nombre de bâtiments, notamment sportifs, mais pas seulement. Et vous voyez, même en 1921, la guerre est finie, Jean Bouin est mort donc depuis 7 ans. Le journal L'Auto fait un sondage, demande à ses lecteurs, disant voilà, quel est l'exploit sportif qui, pour vous, a eu le plus de résonance? Eh bien, ce sont les 19 km 0,21 de Jean Bouin qui arrivent en tête, avant même les victoires de champion du monde de Georges Carpentier. Georges Carpentier, qui au passage, lui aussi, illustre la principauté de Monaco. Hein, vous le savez, championnat d'Europe contre Jim Sullivan, 1912. Vous voyez, le destin, nous arrivons ici à Monaco aussi à croiser le destin de ces deux grands champions qui ont personnalisé l'avènement du sport moderne dans cette première moitié du XXe siècle. Merci de votre attention. Je dois vous dépasser, ça va? Quelques questions ou des compléments, hein, n'hésitez pas. Peut-être juste une précision, parce que quand j'ai parlé de record du monde de l'heure, je n'ai pas évoqué le fait que dans cette première partie du XXe siècle, la course à pied, ce sont les amateurs, mais ce sont aussi des professionnels. Évidemment, ils ne font pas de compétition les uns contre les autres, mais ils font des compétitions par l'intermédiaire des records, justement. Il y a tout un athlétisme qui est, d'ailleurs, on va dire, dès le départ, dès le milieu du 19e siècle, quand je dis athlétisme, course à pied, on a des coureurs, ce qu'on appelle des coureurs de profession à l'époque, c'est-à-dire des gens qui sont un peu comme des saltimbanques. Écoutez, voilà, moi je suis capable d'aller de Nice à Monaco en courant et de revenir en 1 heure. Et les gens parient là-dessus. Ou je défie quiconque de faire 25 fois le tour de la place du village, et là encore on parie. Ça, ce sont les premiers coureurs. Évidemment, ces coureurs ne résistent pas à l'arrivée du sport, ou plutôt certains vont s'organiser pour participer à des courses où il y a des prix en espèces. Et vous voyez, il y a d'un côté les amateurs, donc gérés par l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, et puis ces coureurs professionnels. Et ces coureurs professionnels ont aussi des records. Et donc, comme je vous le disais, on peut comparer les deux. Et quand Jean Bouin se lance à l'assaut de ce record du monde de l'heure, il bat non seulement le record du monde amateur, mais il fait mieux aussi que le record du monde professionnel. Et il arrive en quelque sorte à unifier, alors que quand on regarde les résultats de l'époque, les records, les temps, les performances des professionnels dans les courses de fond sont supérieurs à celles des amateurs. Donc il renverse la vision habituelle des choses. Voilà, vous voyez, ça aussi c'est un élément historique important, et puis précurseur aussi, comme je l'ai dit. Il fait partie d'un club qui est, je vais dire, la succursale d'une banque, enfin, en tout cas, hein, qui est financé par une banque. Donc ça lui apporte un certain nombre d'avantages, donc un statut un peu hybride entre l'amateur parfait et le professionnel. Et ça aussi, hein, ça présage le débat qui va courir tout au long du XXe siècle. Hein. Vous savez qu'il y a des amateurs qui seront disqualifiés parce qu'ils ont reçu de l'argent pour participer à des compétitions. Bon, et puis, début des années 1980, tout ça va s'atténuer. Mais vous voyez, le statut, parce que Jean Bouin dit des choses très simples. Comment voulez-vous qu'un athlète puisse se préparer
si on lui interdit de financer, de trouver un financement pour cette préparation, pour son équipement, pour ses voyages. Donc en fait, Jean Bouin pointe le fait que le sport ne peut pas se démocratiser s'il reste constamment régi par une éthique un peu dans notre temps, ou plutôt d'une éthique qui était celle des classes très, très aisées, aristocratiques et bourgeoises, c'est-à-dire de gens qui disposaient d'un temps de loisir ou d'une rente qui leur permettait précisément de ne pas avoir des soucis d'argent pour pratiquer leur sport. Mais c'est en ce sens, au-delà des performances, que Jean Bouin est aussi, de mon point de vue, un précurseur. Donc après la course à pied, d'autres courses mécaniques, celles-ci, tout autant dangereuses, mais qui mettent moins le corps à contribution et largement. On ne présente plus Mercedes, tant nous sommes habitués à en voir les véhicules sillonner nos routes. Mais en connaissant-nous l'histoire, sa naissance plus que centenaire et ses débuts déjà couronnés de succès techniques, financiers et sportifs au sein de multiples disciplines. Pour preuve, cette première image, très étonnante pour nous, puisque ce canot porte comme nom Mercedes, et la mise à l'eau de ce canot se situe ici même, sur l'espace de la médiathèque, comme le faisait remarquer Dominique Bon, qui m'a fourni cette image, comme beaucoup qui sont conservés ici à la médiathèque. Et donc, cette communication par rapport à celle que j'avais pu faire pour le Musée du Sport en 2006 est largement différente grâce aux archives qui m'ont été fournies à la fois par cette médiathèque de Monaco, aussi les archives du Palais Princier, et également de nouveaux dépôts qui ont été faits au musée Mercedes de Stuttgart, qui a intégré une partie de l'histoire de la marque qui, pendant longtemps, a été mise à l'écart. Donc, comment ça marche ? Non. Voilà. Il vaut mieux que je fasse de la course à pied. Donc la marque Mercedes jouit d'une image sportive importante. Bien sûr, grâce à Lewis Hamilton, vous le savez, ses 95 victoires en Formule 1. On le voit ici en haut à gauche dans les pins du Grand Casino en 2018, à Michael Schumacher précédemment, mais aussi dans le championnat FIA GT actuellement, ou encore sur mer avec le Mercedes Marauder en haut à droite qui fait 3100 chevaux. Le prestige sportif de Mercedes est ancien. On connaît bien sûr les fameuses flèches d'argent qui ont connu une grande popularité. Et en bas à gauche, vous avez Rudolf Caracciola qui est en tête au virage du Casino devant la Bugatti de Grover Williams qui va remporter le premier Grand Prix de Monaco le 14 avril 1929. Et ce fut surtout le fameux champion Juan Manuel Fangio, c'est l'Argentin, que l'on voit ici au milieu à Monaco en 1955, qui va gagner et qui va aligner 2 titres de champion du monde en 1954 et 1955.
Mais il faut que nous remontions plus avant, au début du sport automobile, de l'automobile même, à la toute fin du XIXe siècle. Comme c'est souvent alors le cas, de géniaux constructeurs donnent leur nom aux multiples marques qui vont voir le jour, en absorber d'autres ou être absorbées. Je vous rappelle qu'en 1900, en France, il y avait 300 marques de véhicules qui ont toutes été absorbées les unes après les autres. Pour Mercedes, il y a donc à l'origine Gottlieb Daimler, cet inventeur allemand prolifique, met au point un moteur à explosion qui est alimenté par essence, et il l'installe sur plusieurs véhicules en 1885, une charrette, un bateau et un vélo. Et il devient l'un des principaux constructeurs allemands, puisque les premières Peugeot françaises étaient motorisées par des moteurs Daimler sous licence. En 1926, la crise économique le pousse à fusionner avec Karl Benz, un autre pionnier de l'automobile allemande et son principal concurrent. Mais la marque ne s'intitulera jamais Daimler-Benz. Alors pourquoi ce nom Mercedes et pourquoi également la Côte d'Azur, une région qui est bien éloignée des usines allemandes? Alors apparaît ici le troisième homme, Émile Jelinek, dont le nom n'est pas passé à la postérité et qui, vous allez le comprendre au fur et à mesure, est pourtant un personnage clé, voire même un personnage de roman. Émile Jelinek naît le 6 avril 1853 à Leipzig, dans le royaume de Saxe. Son père, que l'on a ici en haut à gauche, Aaron Adolf Jelinek, est issu d'une famille juive de Moravie. Et il est l'un des rabbins les plus célèbres de son temps. C'est un grand érudit, notamment pour l'histoire de la Kabbale. Marié à Rosalie Bettelheim, il a 4 enfants, dont 3 fils. Le fils aîné, Georges Jelinek, est professeur de droit international à l'université de Heidelberg et l'un des principaux théoriciens de l'école positiviste allemande. Le cadet, vous avez à droite, Max Hermann Jelinek, est nommé professeur agrégé de philologie allemande à l'université de Vienne et à l'Académie autrichienne des sciences. Sans parler d'un frère du rabbin, Moritz Jelinek, qui est un économiste accompli, qui fonde la compagnie de tramway de Budapest et qui est président de la Bourse du maïs de Vienne. Une famille d'intellectuels, donc, et d'entrepreneurs, de très grands bourgeois, riches et respectables, qui vivent dans la capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie, Vienne, où la communauté juive, on le sait, est très importante. Et Émile, là-dedans, eh bien, il ne semble pas suivre l'appétence familiale pour les études. Il va d'école en pension et se retrouve à 17 ans employé de gare, et il ne tarde pas à se faire licencier, renvoyer, pour avoir conduit une locomotive de nuit sans autorisation. Son père le place alors comme secrétaire auprès de son ami Schmidl, qui est le consul d'Autriche-Hongrie au Maroc, en poste à Tanger. Il lui trouve une place d'agent commercial, et à Tétouan, Émile Jelinek rencontre une jeune fille, Rachel Carmen Gogman, issue d'une famille active dans le négoce du tabac. Il l'épouse en 1874, le couple s'installe à Oran puis à Tlemcen, où Émile est vice-consul d'Autriche-Hongrie et représente une importante compagnie française d'assurance. Outre l'allemand, Émile Jelinek parle couramment le français et l'espagnol. Entre Vienne et les colonies françaises, Émile fait des affaires, d'excellentes affaires, dans les mines, les tissus, le tabac, et tout cela lui permet d'investir en bourse, de placer très bien son argent et d'entrer dans des conseils d'administration et de société en vue. Fortune faite, Émile Jelinek rentre à Vienne et fait construire en 1891 une magnifique villa à Baden-Baden, qui est l'une des villes d'eau où chaque Allemand, Autrichien doit passer une partie de l'année. Cette maison, qui se trouve sur la Wienerstraße et qui existe toujours, Émile Jelinek l'agrandit au fil des ans en rachetant les villas voisines. En 1910, elle ne compte pas moins de 50 chambres, 8 salles de bain et 23 toilettes. Il baptise cette villa Mercedes, c'est son nom fétiche. Il adore la culture espagnole qu'il connaît bien, grâce à sa femme et à sa belle famille d'origine séfarade. Émile et Rachel ont 3 enfants, 2 garçons, Adolphe et Fernand, puis une fille,
qui naît à Vienne le 16 septembre 1889. Ses parents la baptisent Adrienne Manuela Ramona Mercedes, un programme qui est vite réduit au commode et mélodieux Mercedes. On a souvent voulu voir en elle l'origine du nom de la marque automobile. Mais de fait, les maisons familiales comme les bateaux et les voitures portent toutes le même prénom. Cependant, une jeune fille pour symboliser une marque, quoi de plus charmant plutôt qu'un nom de famille qui est souvent malsonnant. Même si la Mercedes en question préfère le cheval tout court que le cheval vapeur, elle n'aura jamais son permis de conduire. Même les deux garçons, c'est bon de le noter, reçoivent comme second prénom Maria de las Mercedes. C'est dire la passion pour l'Espagne qu'éprouve Émile Jelinek. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Émile Jelinek est un original, un riche original qui ne passe pas inaperçu, même sur une côte d'Azur qui rassemble quand même une belle collection de phénomènes. De sa vie au Maghreb, il a gardé l'habitude d'arborer le chapeau colonial pour se promener, aussi bien à Nice, à Monaco qu'à Baden, et on le surnomme, paraît-il, l'anglais fou. Pourtant, Émile porte des favoris à la mode de l'Ancien Régime, de l'empereur d'Autriche-Hongrie notamment, ainsi que la veste autrichienne à Brandebourg, et il oblige ses enfants à porter la culotte tyrolienne en peau, et voire même le chapeau à plumes. Autant dire qu'ils ont eu une enfance bien difficile à Nice, tout le monde se moquait d'eux. De plus, Émile Jelinek, leur père, est connu pour ses accès de colère, il est hyperactif, hyperchondriaque, ça devait donc souvent chauffer à la maison. Dans les années 1890, Émile Jelinek donc se rend sur la Riviera, notamment à Nice. Passer l'hiver sur la côte et l'été dans les villes d'eau fait alors partie du mode de vie des gens de bien, les nobles, les grands bourgeois ou les rentiers. On y soigne sa santé, on y profite du climat doux, on y rencontre ses congénères et on y fait des affaires, de très bonnes affaires. Jelinek achète une villa au 54 de la promenade des Anglais, peut-être en 1899, on n'est pas sûr de la date, et une autre au 57, en 1902, là c'est sûr, elle est cadastrée. Il les surélève, les agrandit et les meuble richement, comme la villa de Baden. Émile adore les tapisseries, les tapis d'Aubusson, les gobelins, des Flandres, il en met partout, et notamment dans le salon qui couvre toute la façade sud, qui est précédée d'un magnifique portique avec des colonnes. C'est un hygiéniste maniaque, et ça on le sait depuis peu. Il dote ses maisons de nombreux WC et salles de bain, et plus original encore, il les équipe de ventilation mécanique à l'ozone pour purifier l'air, et de multiples tuyauteries parcourent donc les plafonds des sous-sols qui prennent l'allure du Nautilus. Émile a même l'idée de proposer ce système à Camille Blanc pour le casino de Monte-Carlo. Enfin, un aspirateur géant est utilisé chaque jour pour éliminer les poussières. C'est un travailleur acharné, Émile. Il se lève très tôt pour répondre à tous les courriers, à s'informer des affaires, des cours de la bourse et des nouveautés techniques. Il adore toutes les nouveautés technologiques. À table, Émile pose près de lui un carnet avec tous ses contacts et un bloc-notes. À la moindre idée, il note et envoie un serveur ou un membre de sa famille pour le télégraphier. Parfois, il arrive que la famille reste sans domesticité pendant les repas, aux grandes dames de la nouvelle femme d'Émile, Madeleine Henriette Engler, qu'il a épousée en 1899, Rachel, sa première épouse, étant morte d'un cancer en 1893. Néanmoins, le 54 Promenade des Anglais devient son adresse courue. Elle est très appréciée pour son luxe et sa bonne chère. On y reçoit tous les samedis. Notable est dit l'homme d'affaires s'y succède. On y poursuit les conversations et les opérations menées à Vienne, à Baden, à Paris. Les Rothschild sont des habitués, le roi de Bade, le roi de Wurtemberg et le prince Louis de Monaco, qui est également un des assidus du samedi. Émile, en effet, n'est pas là pour le farniente, comme beaucoup de personnes qui sont malades ou convalescentes ou qui sont suffisamment riches pour profiter uniquement du beau temps. Émile fait des affaires et continue à les faire sur la côte. Le 9 décembre 1893,
une société en commandite est formée chez le notaire Valentin à Monaco, entre Aimable Tassano, directeur d'hôtel, demeurant à Monaco, gérant responsable, et Émile Gélinec, commanditaire. Elle a pour but l'achat et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtelier, l'hôtel Beau Rivage, que vous voyez ici dans cette photo panoramique Giletta, et sa durée est de 20 ans et le capital social est de 50 000 francs, actuellement 120 000 euros, que Gélinec règle au comptant. L'hôtel a depuis été remplacé par un immeuble résidentiel dans les années 60, je crois. Émile est aussi actif à Paris. Il achète les hôtels Astoria, Mercedes près de la place de l'Étoile. À Nice, il acquiert le Scribe rue Georges Clemenceau et le Royal sur la promenade des Anglais, où il marie sa fille Mercedes en 1909 avec le baron Karl von Schlosser. Enfin, il crée avec le grand promoteur d'hôtels et de casinos Henri Rull, l'un des plus connus, en octobre 1911, la Société Générale des Entreprises d'Hôtels, dont le siège social est à Genève. Son capital est de 3 millions de francs, fourni en grande partie par Émile Gélinec. La société achète l'Hôtel des Anglais sur la promenade des Anglais pour 3 325 000 francs, l'équivalent de 9 millions d'euros. Il le démolit et bâtit à la place l'hôtel Rull, l'actuel hôtel Méridien. Émile Gélinec adore les honneurs et les reconnaissances officielles. Ce sont peut-être là pour lui les diplômes universitaires que ses frères ont eus et qu'il n'a pas. Mais tous ces titres vont témoigner de sa réussite incontestable. En 1905, il devient consul de l'Empire austro-hongrois pour le Mexique à Nice, et désormais le drapeau mexicain flotte sur la villa de la Promenade. La charge est légère, à l'inverse du costume qui est bien lourd avec toutes ses médailles, ses plumes et ses cordons. 3 ans plus tard, l'archiduc d'Autriche, Ogry, le nomme consul honoraire à Monaco le 14 janvier 1908. Une ordonnance qui est entérinée par le prince Albert de Monaco le 3 mars 1909. À Vienne, la famille Gélinec est très fière et admire le beau costume qui est taillé pour l'occasion. Émile arbore en outre d'autres ordres, comme la plaque de l'ordre d'Alexandre qui est donnée par la Bulgarie, l'ordre persan du Soleil et du Lion, l'ordre russe de Sainte-Anne, l'ordre espagnol d'Isabelle, celui du Christ du Portugal, etc., etc. Dès lors, Émile participe à la plupart des manifestations officielles de la principauté en tant que consul honoraire. C'est lui, par exemple, qui organise une conférence du prince Albert à Vienne le 2 avril 1912 et qui s'occupe de la publication de la conférence. En remerciement, le 8 mai 1912, le prince Albert Ier le nomme commandeur de l'ordre de Saint-Charles. Mais si Émile Gélinec est aussi récompensé et présent dans le grand monde, c'est aussi grâce à son très vif intérêt pour la technologie. Il n'est pas ingénieur de formation, c'est un autodidacte, mais quelqu'un qui a un bon sens énorme et qui sait comparer les mérites des différents véhicules. Les moyens de locomotion, la motorisation l'intéressent au plus haut point. Il se renseigne, il achète toutes les publications qui en font état. Or, le climat, les paysages, les routes, la clientèle font rapidement de la Riviera un site privilégié pour l'automobile où circulent les tout premiers modèles. Ils sont encore rares, ces véhicules, parce qu'en plus du prix d'achat, ils sont peu fiables et il faut s'offrir les services d'un mécanicien, pas forcément pour conduire, mais pour entretenir le véhicule en cours de route. Voilà de quoi séduire les riches gentlemen qui sont avides de nouveautés, de singularité, de vitesse, voire de risque, tout autant que de signes extérieurs de richesse, voyants et bruyants. Séduit et vite passionné, Émile achète plusieurs véhicules, des Daimler allemandes, des françaises comme cette Morse que vous avez en haut à droite, l'une des meilleures marques avec Bollé, De Dion, Pan-Arlevassor et Peugeot. Il en compare les choix techniques, on éprouve la solidité et les performances. Gélinec est tout de suite gagné par le virus de la mécanique.
Rapidement, au nombre des hivernants qui sont convertis à l'automobile, on compte à Nice le baron Étienne van Zulen de Haar, qui est l'époux d'Hélène de Rothschild. Il est le bâtisseur de la Villa Paradiso de Cimier, où il y avait le conservatoire, mais surtout, il est le président de l'Automobile Club de France, le premier qui a été créé au monde en 1895 par Albert de Dion. Le second Automobile Club français est fondé à Nice en 1896 sur la base d'un club de vélo, comme c'est aussi le cas à Monaco en 1890 avec un club vélocipédique. Cet Automobile Club de Nice est dirigé par Jacques Gondouin, et Gélinec en fait partie. Quant à Albert Gauthier, ce notable niçois, qui est directeur de la Caisse d'épargne de Nice, entre autres activités, il est l'un des membres importants du comité des fêtes de Nice. Sportif accompli, il met en place de nouvelles activités, comme les régates, afin d'attirer à Nice une clientèle plus jeune et dynamique. Dès l'année 1897, Albert Gauthier, avec l'Automobile Club de Nice et le journal La France Automobile, dirigé par Paul Meillan, mettent en place la Semaine automobile de Nice, programmée début avril. Bon, en France, c'est le pays qui a organisé la première course automobile au monde en 1894, le Paris-Rouen. Elle avait vu la victoire de voitures Peugeot et Panhard-Levasseur équipées de moteurs Daimler sous licence. Et le public français est friand de toutes ces courses, alors qu'en Allemagne, les autorités comme les constructeurs sont rétifs à la vitesse et aux compétitions auxquelles ils ne voient aucun intérêt industriel et financier. Et du coup, Nice devient en ce domaine aussi une nouvelle vitrine de luxe pour l'automobile, car la semaine attire les constructeurs, les passionnés, le beau monde sur les parcours des différentes compétitions, notamment le mile et le kilomètre lancé sur la promenade, le Nice-Marseille-Nice sur route ouverte. Par exemple, André Michelin triomphe sur son break à vapeur de Dion sur la course de la Turbie, première épreuve mondiale de course de côte. Au bord de la route, Émile Gélinec regarde tout cela et se dit que ça va bientôt être son tour. Convaincu de la supériorité du moteur Daimler, Gélinec se rend à l'usine de Cannstatt, près de Stuttgart, où l'on fabrique les Daimler. Il sympathise avec Wilhelm Maybach, qui est l'un des tout meilleurs ingénieurs de sa génération, mais il affole les dirigeants en réclamant une voiture dépassant le 40 km/h alors qu'on atteint à grand-peine le 30. Il commande 4 voitures à moteur Phoenix, poussées, et placées à l'avant sous le capot, ce capot à la forme typique de bidet. On lui donne satisfaction parce que Gélinec paye cash et qu'il va vendre tous les véhicules qu'il commande. Et Gélinec ne manque pas de claironner à Daimler tous les records de vitesse et de vente qu'il réalise à Nice. Et pourtant, c'est un homme colérique, Gélinec. Dans la correspondance qu'il adresse à Stuttgart, il écrit « Vos voitures sont des chars à purin » à maintes reprises. Mais l'usine livre les voitures et obtempère à ses ordres, comme par exemple de remplacer l'allumage par tube incandescent au profit d'une magnéto Bosch, ce que Gélinec a vu sur d'autres véhicules. En 1898, il signe avec Daimler un accord pour ouvrir une représentation Daimler Motorengesellschaft à Nice. Il vend 10 modèles en 1999, 29 en 1900. L'offre ne suffit plus à la demande malgré des prix faramineux. Nous voici donc au départ de la course Nice-Castellane-Nice, le 21 mars 1899, en première ligne devant l'hôtel des Anglais, l'actuel Méridien. On découvre Alfred et Henri de Rothschild en imperméable noir sur leur Daimler. Ce sont les meilleurs clients d'Émile Gélinec. Et juste derrière, C'est le bouton dessus. je suis vraiment pas doux. Voilà, ici. Juste derrière, vous avez Émile Gélinec également sur une Daimler. Et il porte un pseudonyme, comme souvent les coureurs. Par exemple, Rothschild se fait appeler le docteur Pascal. Sans doute a-t-il bien lu Zola. Et Émile Gélinec, lui, porte comme nom de course Mercedes. Et c'est la première fois que ce nom apparaît en course. Et Gélinec lui fait honneur, puisqu'il finit premier dans la catégorie touriste voiture à 7 places, et il devance Rothschild de 7 minutes.
le maître sur Peugeot gagne les 3 grandes courses du meeting, mais ce n'était là finalement que le tour de chauffe pour Mercedes. L'année 1900 est noire pour Jelinek. Non seulement ces 2 voitures ne gagnent rien, mais le pilote essayeur de Daimler, Wilhelm Bauer, se tue dans le premier virage de la course de côte de la Turbie. C'est la consternation dans le paddock, dans le milieu des hivernants et des courses. L'usine Daimler est affolée, et voilà une raison de plus pour ne pas continuer dans la voie des courses et de la vitesse. D'abord abattu par cette déroute et le deuil, Jelinek repart à l'assaut de l'usine, coupable à ses yeux de ne pas apporter toutes les modifications qu'il souhaite. Et Jelinek est convaincu que c'est grâce à la course qu'une marque de véhicule peut gagner ses lettres de noblesse. Donc il va exiger un certain nombre de nouveautés à la fois sur le moteur et sur le véhicule. Le 4 cylindres avec 2 arbres à cam en tête, double carburateur à gicleur réglable au pied, engrenage de vitesse lié au différentiel, etc. Je vous en fais grâce. Et Wilhelm Maybach réalise toutes les demandes et l'on arrive à ce véhicule qui va créer le mythe de Mercedes. C'est la 35 HP, HP pour horsepower, l'équivalent de nos chevaux vapeur. Et ce véhicule, Émile Jelinek propose à Daimler de l'appeler Mercedes lorsqu'il l'engage en course. Comme cela, s'il y a de nouveaux accidents, Daimler ne portera aucune responsabilité sur le nom. En revanche, à chaque fois qu'il y aura des triomphes et de l'argent à prendre, eh bien, c'est Émile Jelinek qui en retirera toute la gloire et les succès. Donc ce véhicule est rallongé à 2,30 m, le centre de gravité est surbaissé, et avec son volant incliné, son long capot droit, cette 35 HP arbore la ligne innovante qui va marquer pendant des années durant la production automobile. Mercedes Jelinek enfonce le clou en commandant pas moins de 36 exemplaires de cette voiture pour la somme colossale qu'il règle immédiatement de 550 000 marks or, soit plus de 5 millions d'euros actuels. C'est dire la fortune de ce personnage. Non seulement il faut une bonne voiture pour vaincre, mais aussi des pilotes confirmés. Et Jelinek engage cette voiture 35 dans la semaine devenue quinzaine de Nice, tant est grand son succès. 3 sont confiés aux mains experts de Claude Lorraine Barrault, qui pilotait des Peugeot précédemment, Wilhelm Werner et Georges Lemaître. Et dans la course Nice, ex-Nice, Werner triomphe. L'épreuve des touristes Nice-Draguignan est également remportée par Mercedes. Puis sur le ciment de la promenade des Anglais, Mercedes remporte le doublé dans la catégorie voiture à essence. Dans la course de la Turbie, Mercedes gagne également et vainc la Camargue. Tout le monde avait quand même peur suite à l'accident de Bauer 2 années avant. Le succès est complet et la presse française et les automobiles clubs français qui ont quand même en mémoire la dégelée que la France a reçue en 1870 et qui apprécie avant tout les constructeurs français, ce qui est bien normal, s'incline. Et le journaliste Paul Meillan peut écrire dans La vie automobile, nous sommes entrés dans l'ère Mercedes, d'où le titre de cette conférence. En moins d'1 an, Jelinek et Maybach, parce que Jelinek a les idées, mais c'est Wilhelm Maybach qui va créer aussi les plus grandes voitures de luxe allemandes lorsqu'il sera évincé de Daimler, qui réalise toutes ces prouesses techniques. Donc Jelinek et Maybach ont su renverser une situation des plus compromises, car désormais, tout ce que la Riviera compte de milliardaires passionnés de vitesse font le siège de la Villa Mercedes pour obtenir une 35 HP. Parmi les clients, vous avez Rothschild, Vanderbilt, Morgan, Astor, Gould, Gordon Bennett, Van Zuylen. Et les écuries de la villa sont transformées en ateliers et garages pour les véhicules. Jelinek Mercedes a désormais carte blanche avec l'usine Daimler à Cannstatt. Le 23 juin 1902, il dépose le nom de Mercedes avec et sans accent. J'ai pris le parti d'écrire toujours sans accent. Et fait accoler à son patronyme le mot Mercedes. On l'appelle donc maintenant Émile Jelinek Mercedes. Il signe également avec Daimler un contrat d'exclusivité commerciale pour la distribution des automobiles Mercedes en Autriche-Hongrie,
en France, à Monaco, en Belgique et aux États-Unis. Le centre névralgique de Mercedes se trouve au 54 Promenade des Anglais. Et parmi ses clients, il y a un habitué des samedis de la villa du 54, une lettre qui m'a été communiquée du prince Louis de Monaco, qui écrit le 26 mai 1907 depuis son hôtel particulier parisien à Émile Gélinec. « Cher monsieur Gélinec, plus je vais, et plus je me rends compte que je ne peux me passer d'automobile. À chaque moment, je me vois privé de faire une excursion ou un petit voyage, faute de posséder ce moyen de locomotion si pratique. Voici ce que je voudrais. Une 28 HP, avec petite galerie pour bagages sur le dessus, neuve ou ayant servi, peu m'importe, vous voyez à peu près. Répondez-moi ici votre décision le plus tôt possible, car s'il y a moyen, je la désirerais pour le 15 juin environ, même avant. Croyez, cher monsieur Gélinec, à mes meilleurs sentiments, signé Prince Louis de Monaco. » Émile Gélinec s'empressera bien entendu de donner satisfaction au prince Louis, qui aura une très belle Daimler, Mercedes, et il faut le dire, c'est le choix qu'opère le prince Louis, donne des lettres de noblesse complètes à une marque naissante telle que Mercedes. Maybach et Gélinec ne se reposent pas sur leur laurier. La concurrence entre constructeurs est de plus en plus âpre. L'italien Fiat arrive, l'allemand Opel, les anglais Rolls et Napier vont apparaître. Et Gélinec, avec Maybach, peaufine la mécanique de leur 35 HP pour les compétitions. L'admission, l'échappement, le réglage des carburateurs se fait au volant. Il simplifie énormément cette 35 qui va du coup prendre le nom de Mercedes Simplex, un nom qui est arrivé jusqu'à nous. Et celle que Vanderbilt achète est actuellement présentée au musée de Stuttgart et c'est elle qui tourne régulièrement et à chaque opération commerciale Mercedes dans nos régions, notamment pour le Grand Prix historique de Monaco, c'est elle que l'on voit tourner, parfois aux mains d'anciens pilotes comme Joran Mass. Donc il développe une version allégée et également, parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des hybrides, vous aviez des véhicules vapeur, mais vous avez là à droite une Daimler qui est transformée par un autre grand sorcier de l'automobile, Ferdinand Porsche, qui fait une version mixte essence-électricité. Donc, faute d'épreuves sur route à la semaine de Nice en 1902, parce qu'avec les morts multiples qu'il y a sur les routes françaises pendant les compétitions, les préfets refusent les courses, malgré donc des épreuves moindres et le brouillard qui sévit sur Nice ce mois d'avril 1902, Mercedes gagne encore énormément de courses. L'année suivante, 1903, est importante pour Mercedes puisque Willy Vanderbilt bat le record du kilomètre en dépassant le 110 km/h sur une Simplex 40 chevaux. Et dans l'épopée de la course paris-Vienne qui est remportée par Louis Renault, le comte Zborowski se classe second sur Mercedes. Mercedes gagne encore pratiquement la majorité des courses sur Nice. Malheureusement, dans les cinq Mercedes qui sont engagés dans la course de la Turbie, le comte Zborowski, qui veut absolument gagner, s'élance sur l'avenue des Diables Bleus et au premier virage en bas de la Grande Corniche, qu'il négocie à 140 à l'heure, il va beaucoup trop vite et il se tue exactement au même endroit que Bauer 3 ans plus tôt. La voiture est pulvérisée, la course est aussitôt arrêtée. Certes, Hieronymus, un ancien champion motocycliste, a gagné la Turbie, mais le cœur n'y est plus, la fête est finie et une stèle en bas de la Grande Corniche rappelle le tribut qui est payé à ce sport par les pilotes. Des joies et des drames, il y en aura encore beaucoup. La semaine de Nice existera encore quelques temps, mais le nombre de courses se multipliant dans toute l'Europe avec des automobiles clubs puissants, dont celui de Monaco qui va s'imposer par rapport à celui de Nice, des circuits plus sécurisés, notamment celui de Monaco alors que celui de Nice va disparaître, des rallyes aux routes moins fréquentées, Nice perd de son importance. En revanche, Mercedes brille de plus en plus
Avec un pilote qui a été arraché à la concurrence, le Belge Camille Genetzi, Mercedes triomphe dans la plus prestigieuse des compétitions de ce temps-là, la Coupe Gordon Bennett, qui se déroule en Irlande du Nord en 1903. C'est un succès fracassant. Il n'est que le premier d'une longue série de victoires de la Simplex dans le monde et les flèches d'argent dont je vous ai déjà parlé après la guerre. Donc, les stations balnéaires et les vidéos européennes se livrent une concurrence farouche au XIXe siècle pour attirer et fidéliser la clientèle. Chacune est à l'affût de nouveautés qui peuvent plaire aux hivernants et en attirer de nouveaux. Face à Monaco, qui est limité en surface, Nice peut compter sur plusieurs atouts. Son hippodrome et les courses, Dieu sait qu'elles sont bien dotées et très à la mode. Son carnaval, qui est devenu beaucoup moins populaire à la belle époque, et sa semaine automobile. Mais le comité des fêtes de Nice et la Société des bains de mer monégasques trouvent souvent des terrains d'entente afin de mener des opérations conjointes. Ainsi, les défilés d'élégance liés à la semaine automobile ne se passent pas à Nice, mais à Monte-Carlo. Ici, on voit sur cette image l'épouse du président de l'Automobile Club de France, Van Zulen, qui conduit une Mercedes modifiée, ce qu'on appellera par la suite un Spider, pour le défilé. Et les carrossiers vont peu à peu s'imposer pour apporter des véhicules personnalisés et qui sont plus confortables pour une clientèle exigeante. Pendant ce temps, nous sommes en 1903, notre ami Jelinek se tourne déjà vers d'autres horizons. L'avenir est sur l'eau, déclare-t-il en 1903. Amateur de technologie, il suit les évolutions de bateaux équipés de moteurs à explosion et les premières courses officielles organisées par l'Hélice Club de Paris. Lui-même est membre du Club nautique de Nice et en suit les régates annuelles. Une section motonautique est créée au Club nautique de Nice en 1999, très confidentielle, il est vrai, par rapport aux régates et à l'aviron. Néanmoins, aux régates internationales de Nice de 1901, l'année de ses premiers triomphes sur route, Jelinek bat le record du monde de vitesse sur l'eau avec 32,2 km/h grâce à son fameux moteur 35 HP qui est installé sur un canot construit par l'ingénieur Chevreux à Boulogne-sur-Seine. Le même équipage, mais avec un moteur 40 HP, rebattent ce record avec 35,5 km/h l'année suivante en 1902. Ces premiers succès incitent Émile Jelinek et Daimler, qui viennent d'installer une grande usine en France à Puteaux, de se confronter aux canots qui concourent sur la Seine et la Manche. Il s'adresse au chantier naval Gaston Pitre à Maisons-Laffitte, qui construit la majorité des canots automobiles et parmi les meilleurs. Pour avoir une puissance suffisante, ils mettent au point un nouveau moteur 6 cylindres et en 1904, Vétrine sur Mercedes 4 triomphe d'abord dans la course de Paris à la mer en couvrant les 350 km en 7h35, puis à 40 km/h de moyenne, il bat ses 20 adversaires dans la première course, Calais-Douvres. On peut donc penser que sur mer également, Mercedes, avec ses moteurs Daimler améliorés, va écraser la concurrence, française notamment, qui domine largement les épreuves. Mais de fait, les problèmes techniques, les règlements, la dispersion des sites entre l'usine de moteurs, les chantiers navals, les lieux des essais et le manque de coordination vont empêcher Mercedes d'égaler sur mer les succès obtenus sur terre, sans parler des éléments déchaînés. Ainsi du magnifique cruiser CP sorti du chantier Pitre, qui disparaît dans la tempête de la course Toulon-Alger en 1905. D'un autre côté, Mercedes croit vraiment à l'avenir sur l'eau et le magnifique yacht que vous avez à l'écran, qui participe au meeting de Monaco en 1905, est le seul engagé dans cette compétition-là. Encore une image qui est ici conservée à la médiathèque, la carte postale également. Et c'est montrer aussi tout l'intérêt et l'aspect novateur pour la motorisation de la marine, qui est des yachts qui sont souvent à voile, qui est opéré par Jelinek. Afin de naviguer avec sa famille et ses amis, Émile Jelinek décide de voir bien plus grand
que le yacht que nous venons de voir. C'est aux établissements Simpson, Strickland & Co. à Dartmouth qu'Émile commande un yacht à vapeur en acier de 145 tonneaux, 42 mètres de long pour 4,5 mètres de large, 8 cabines avec WC et salle de bain, toujours hypocondriaque. Ces 2 moteurs de 1000 chevaux lui permettent une moyenne de 20 miles à l'heure. Et Émile Jelinek supervise tout, la couleur, le mobilier, la machinerie, les costumes de l'équipage. Ce Mercedes 2, livré en 1905, lui coûte la somme de 10 000 livres sterling, soit environ 900 000 € de nos jours. Inscrit au registre des navires autrichiens, son port d'attache est Pola en Istrie, à côté de Venise, qui à cette époque-là, on le sait, appartient à l'Autriche-Hongrie. Véritable équivalent flottant de ces villas de la promenade des Anglais et de Baden-Baden, le yacht Mercedes 2 est l'un des navires les plus remarqués. Pour preuve de son succès, il inspire même un char pour le carnaval de Nice. Et ce yacht permet à Jelinek de rejoindre les villes de la côte où il n'a pas de pied-à-terre, notamment Monaco, lorsqu'il y a ses obligations consulaires, ou bien poursuivre les évolutions du meeting motonautique qui vient d'être créé. Alors en 1902, le prince Albert Ier de Monaco, qui est un navigateur accompli et un savant lui aussi extrêmement attentif aux nouvelles techniques, décide avec Camille Blanc, le président de la Société des bains de mer, d'innover en créant une semaine annuelle de course de canots automobiles dotée de 100 000 francs de prix, soit 400 000 € actuels. Georges Prade, qui est entre autres activités rédacteur en chef du journal L'Auto, puis ensuite Les Sports, est chargé de l'organisation générale. Vous l'avez ici à gauche sur l'écran. Là. C'est vraiment la cheville ouvrière de ce meeting. Après une année 1903 de rodage rendu impossible à cause du mauvais temps, 1904 consacre le meeting monégasque où se retrouvent le mois d'avril les constructeurs, navigateurs, mais aussi les riches hivernants, et bien souvent des têtes couronnées, comme ici le roi de Suède en 1910, à côté de son Altesse Sérénissime, le prince Albert. Organisé par l'International Sporting Club de Monaco, le meeting est soutenu par l'Automobile Club de France de Van Zuylen et aligne ses règles sur le Marine Motor Association anglais et l'American Power Boat Association. C'est un meeting qui est ouvert à toutes les nations qui possèdent des clubs. 2 catégories sont admises, les cruisers dont la coque est pontée avec une cabine et les racers dont la coque est ouverte, comme le Mercedes, qui est admiré ici par le roi des Belges Léopold II, tout à fait reconnaissable avec sa barbe. L'exposition des canaux est un grand moment. Le prince inaugure le meeting par une visite officielle, suivie d'une réception. L'entrée en est payante et souvent sur invitation. C'est à la fois un rendez-vous mondain d'importance, mais aussi un salon d'exposition où les professionnels et concessionnaires peuvent proposer les canots à la vente, car il n'existe encore aucun marché pour ces engins de course. Hableur, disponible, très à l'aise, Émile Jelinek fait partie des figures de ce meeting, aussi bien sur son yacht Mercedes 2 qui est ancré dans le port, qu'au sein du parc fermé, du parc où on expose les canots. On le voit ici répondre aux questions sur le canot Mercedes aux 2 fils du roi de Bulgarie Ferdinand Ier, qui est présent lors du meeting de 1905, toujours des images qui se figurent dans les collections de la médiathèque de Monaco. Ces meetings, qui ont lieu chaque année en avril de 1903 à la Première Guerre mondiale, je crois qu'ils seront remis au goût du jour en 1955 par le prince Régnier, sont un grand succès mondain, technique et sportif. Dès le 7 avril 1904, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert Ier, remercie ainsi l'organisateur Camille Blanc. « Je boirais volontiers au succès de l'exposition s'il en était besoin, mais il n'en est déjà plus besoin. Vous avez créé à Monaco quelque chose de durable, une exposition et une semaine de courses qui prendront place dans les grandes dates de l'histoire du yachting. » Après l'exposition, les visites, les mondanités, le pesage, place aux courses, dès le lundi.
Elle dure toute la semaine avec de multiples catégories, selon la taille, la puissance, et avec des séries aussi selon le nombre de concurrents engagés. Le meeting de 1904 est dominé par les constructeurs français et les motoristes, Brasier, Levasseur, Peugeot et l'anglais Napier notamment. L'après-midi du mardi, la foule est très nombreuse pour regarder, depuis les terrasses du casino, le tir au pigeon et toute la corniche, la course des raceurs de 8 à 12 mètres sur 200 km. Sur les 4 canaux au départ figurent 2 Mercedes à coque line et un moteur 4 cylindres. Le Mercedes 2 de Jelinek, barré par Bonfiglio, abandonne, submergé par une vague soulevée par le yacht de Gordon Bennett. Moteur noyé, il ne peut pas redémarrer. Le fameux yacht, le Lysistrata, qui gagne beaucoup de régates en Méditerranée. Le Mercedes 1 de Charlet, qui est lui barré par Gasto, finit second, mais bien loin derrière le vainqueur, le fameux Trèfle à 4, qui bat les records des 100 et 200 km. En revanche, lors de la 5e journée dans la course de handicap, donc on prend l'ordre inverse dans une course de handicap, c'est-à-dire celui qui est arrivé dernier par premier, et celui qui était arrivé premier part avec le retard qui était celui de la course précédente ou des essais selon les cas. Donc le Mercedes 1 de Charlet prend sa revanche en terminant premier et Trèfle à 4 dernier. Hormis ce succès, les Mercedes accusent un gros déficit de puissance qui les empêche de bien figurer au classement. De 24 en 1904, le nombre de concurrents passe à 59 en 1905, preuve du succès de la semaine monégasque. Mercedes n'aligne qu'un seul racer dans la catégorie des 8 à 12 mètres cette année-là, le Mercedes Charlet de 70 chevaux, avec une coque réalisée par Pitre à Maison Lafitte. Lors de la course le mardi, le Mercedes prend la tête sur les 8 concurrents et mène durant 2 tours. Mais à cause du dysfonctionnement d'un graisseur, l'un des 2 moteurs s'arrête et Mercedes abandonne. Ce sont les 2 canots avec des moteurs anglais Napier qui arrivent en tête. Dans la course des cruisers, la 4e journée, le Mercedes CP de Charlet arrive 2e, mais à plus d'une demi-heure du vainqueur, Dietrich 2. Puis dans le championnat de la mer, la 5e journée, 19 canots s'élancent, dont le Mercedes Charlet, qui vire à nouveau en tête à Cap d'Aille, mais là encore au 2e tour, il est victime de la même panne de graisseur. Et c'est Panhard Levasseur qui triomphe. À l'issue des courses, le prince de Monaco reçoit à bord de son yacht, le Princesse Alice, les membres du jury et la plupart des pilotes et constructeurs. Le prince nomme dans l'ordre de Saint-Charles Émile Jelinek Mercedes officier, le baron Van Zulen et Georges Prade chevaliers. Le prince, lit-on dans le communiqué de presse, en accordant cette distinction, a voulu récompenser de ses efforts et de son incessante et louable initiative M. Jelinek Mercedes, l'excellent sportsman auquel l'automobilisme doit un peu de son essor actuel. Ces très aimables propos et gestes princiers ont quelque peu calmé la colère d'Émile Jelinek qui fulmine contre ses ingénieurs qui lui ont fourni, je cite, des escargots des mers, et ce sont là les termes les moins durs et les plus choisis. Pour le meeting suivant, il décide de faire confiance à un nouvel ingénieur, un Autrichien, Fritz Mayer. Il lui passe commande d'un cruiser de 14 mètres destiné à recevoir un moteur 8 cylindres de 250 chevaux et être construit par les chantiers Delphine au port de Brême. Quand le canot arrive à Monaco, sa coque étrange provoque l'incrédulité, sinon l'hilarité. On le surnomme immédiatement la baleine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo lorsqu'il est à sec. On le voit ici, en course. Lors de l'exposition au prince Albert Ier, qui exprime quelques réserves, en bon connaisseur qu'il est, Jelinek répond avec humour. « Monseigneur, comme il y a toujours au cirque un monsieur loyal et un Auguste, il faut qu'il y ait de temps en temps quelque chose d'analogue dans le sport. Ici, mon canot représente le Gugus. » C'était quand même osé. Mais Émile va rire jaune très rapidement lorsque les officiels lui déclarent que la taille et les 40 litres de cylindrée de son Mercedes WN le classent non pas dans les cruisers comme il l'espérait, mais dans les raceurs.
La baleine rejoint donc le Mercedes DL dont la coque est réalisée par Decoux-Lacour. En course, c'est de nouveau peu glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la course des grands racers, c'est Delahaye qui l'emporte. Mercedes DL est 3e, la baleine ayant raté plusieurs bouées, parce qu'elle est beaucoup moins agile qu'un racer, elle était prévue pour être un cruiser, elle est donc éliminée. Pour le championnat de la mer sur 200 km, le clou du meeting qui réunit 25 canots, la baleine finit 7e et le Mercedes DL 8e à plus d'1h30 du vainqueur, Delahaye encore. Encore des escargots marins Ton Jelinek. 2 semaines plus tard, la baleine prendra sa revanche dans le raid maritime Nice-Toulon-Nice, mais avec un plateau nettement moins relevé que celui de Monaco. Le Mercedes WN gagne l'épreuve de 340 km en 10 h 13 minutes 41 secondes, loin devant les autres, mais cette victoire n'efface pas les déceptions du meeting monégasque. Émile Jelinek, monsieur Mercedes, est non seulement vexé, mais quelque peu dépassé par les nouveaux règlements et la forte concurrence technique, et ce d'autant plus que Gottlieb Daimler est mort, que Maybach est écarté des ateliers. Jelinek a de plus en plus de mal à se faire écouter à Cannstatt, surtout depuis qu'une usine Daimler a ouvert en France. En 1905, âgé de 52 ans, Émile Jelinek Mercedes se retire. Il fait cession à Paul Daimler, le fils donc du créateur, de ses droits de vente exclusifs dans le monde et du nom Mercedes. Il vend ses actions à la marque, puis se retire du poste du conseil d'administration en 1908. L'année suivante, Mercedes dépose la célèbre étoile à 3 pointes pour représenter les 3 voies que Gottlieb Daimler avait choisies pour ses moteurs, terre, air, mer, emblème de toutes ses voitures à partir de 1911. Les succès techniques, financiers et sportifs s'enchaînent en Europe et aux États-Unis, notamment au rallye de Monte-Carlo, puisque en bas à droite, vous avez un véhicule carrossé qui finit 5e au 2e rallye de Monte-Carlo, le rallye Monte-Carlo, pas de Monte-Carlo. Le 20 juin 1914, Émile s'en va prendre les eaux comme chaque année à Bad Kissingen. Sa femme et ses enfants partent eux en Autriche au Semmering. Et c'est là qu'ils assistent au début de la Première Guerre mondiale. En France, les biens d'Émile Jelinek Mercedes sont immédiatement mis sous séquestre. Les villas de la promenade sont transformées en maisons de convalescence pour les soldats blessés au front. La haine française pour tout ce qui est germanique, tout ce qui est prussien, autrichien, qui couvre depuis 1870, éclate complètement au grand jour en 1914. Non seulement Émile Jelinek est soupçonné à tort d'espionnage en faveur de l'Allemagne, en partie à cause de ses liens avec la principauté en tant que consul, mais en plus la presse l'injurie, le dénigre, comme elle le fait pour tous les riches hivernants prussiens et autrichiens, et notamment les hôteliers qui ont des établissements non seulement à Nice, mais sur toute la Côte d'Azur. Émile s'installe à Genève, où il meurt le 21 janvier 18 à l'âge de 65 ans, peu de temps avant l'armistice. Selon son désir, qui est inscrit dans son testament, il est enterré à Nice, au cimetière du château qui domine la ville qu'il a chérie. L'histoire d'Émile Jelinek s'achève là, l'épopée Mercedes continue, mais pour le centenaire de la marque et la rénovation du musée Mercedes à Stuttgart en 2002, le monument funéraire est restauré aux frais de Mercedes-Benz et une salle du musée à Stuttgart est réservée à Émile Jelinek. Le 3e homme retrouve ainsi sa place, toute sa place dans l'histoire de l'automobile et des progrès techniques. Je vous remercie. Si vous avez des questions, bien entendu, je n'ai pas pu tout dire et très largement. C'est une histoire extrêmement riche et qui va encore largement se développer, notamment grâce à toutes les archives qui sont collectées. Vous avez pu voir en dessous des images le nombre d'iconographies importantes qui est conservée ici à la médiathèque, dans des collections privées. Il y en a aussi aux archives départementales de Nice, il y en a encore dans la famille. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que
Mercedes, vous le savez, était la voiture préférée du régime hitlérien. Et le fait que le nom de la marque ait été créé par un juif d'origine autrichienne, ça passait mal pendant des années. Avec le temps, avec les velléités patrimoniales qui ne sont pas uniquement les nôtres, mais aussi celles des grandes marques automobiles, de la technologie, le temps a fait son œuvre et maintenant, Émile Jelinek a pu retrouver une grande partie de la place qui lui est due. Les temps ont changé fort heureusement. Je pense que peu de gens connaissent cette histoire. Oui, même la responsable de la documentation du musée de Stuttgart m'avait contacté quand je travaillais aux archives municipales de Nice avec Fabrice Hospédal, et également ont contacté Guy Jelinek-Mercedes, qui a écrit un ouvrage important, Mon père Jelinek-Mercedes. C'est lui qui a donné sa collection aux archives départementales. C'est en partie cette collection que vous avez pu récupérer aussi. Elle a été extrêmement surprise de de cette histoire qui était même méconnue par les responsables, les industriels de la marque, où il y avait... En fait, c'est quand ils ont commencé à faire leur catalogue raisonné avec les différents modèles qu'ils se sont mis à voir l'importance d'Émile Jelinek. Mais toute l'histoire... En revanche, des canaux automobiles est vraiment à faire parce que là, chez Mercedes, il y a extrêmement peu de documentation liée à cette activité marine qui n'était pas encore vraiment développée par Daimler. Il y avait des canaux engagés au meeting avec des moteurs Benz ou Daimler, mais comme ça n'était pas une carrosserie qui était développée par les usines Daimler, aussi bien à Puteaux qu'à Cannstatt, ça ne rentre pas encore dans les besoins historiques et commerciaux de cette marque. Ça va sans doute venir parce que, comme je vous le montrais dans les toutes premières images, avec les motorboats AMG, Sauber et autres développés par Mercedes, un jour ou l'autre, ils se mettront à faire aussi leur historique, comme pour l'aviation, dont je n'ai pas parlé, parce que Jelinek, là aussi, voyait un avenir pour les moteurs d'avion. Et on a, par exemple, aux archives départementales de Nice, un fonds extrêmement important de plaques stéréo. Et Jelinek était présent au meeting d'aviation en 1910 à Nice, ici, sur le plan d'eau devant le port Hercule, lorsqu'il y a les hydravions, et il y a énormément d'images. Mais là, je pense que Dominique Bon, avec d'autres présentateurs, d'autres historiens, auront largement la matière pour vous proposer d'autres communications.